L'été, c'est la saison des festivals, mais aussi des canicules. Alors comment continuer à faire vivre nos événements culturels avec le réchauffement climatique? Bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi, c'est Louise, je suis photographe et vidéaste et aujourd'hui, je vous retrouve pour discuter ensemble de l'impact de la canicule sur le secteur culturel. On va parler de travailleuses qui doivent bosser sous des fortes chaleurs ou qui doivent annuler des prestations à cause de cette dernière. On va parler d'événements annulés, de l'impact sur les organisations, les travailleuses, le public. Face à ces constats alarmants, on va aussi essayer de trouver des solutions pour l'avenir du secteur culturel et pour la transition écologique. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, cela soutient énormément le projet. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je vais commencer par vous rappeler un constat qui fait peur mais que vous connaissez sur la situation actuelle du réchauffement climatique en France et puis je vous laisserai à la fin de cet épisode avec des solutions parce que le but c'est pas de vous rajouter encore de l'éco-anxiété paralysante et de vous laisser simplement comme ça, mais de réfléchir ensemble à des solutions collectives. Et vous verrez, il y en a. C'est parti. Nous sommes le 14 juillet 2026 à l'heure où je vous parle. Et on en est déjà à notre 3e canicule en France cette année. 44,3 degrés, c'est la température maximale qu'on a enregistrée le 22 juin dans l'Indre. De là où j'enregistre, à Lyon, on a vécu plusieurs semaines autour des 39 degrés, plusieurs jours d'affilée lors de la 2e canicule avec des 41 degrés et des retombées autour des 29-30 la nuit. Nos ressources en eau s'amenuisent, les sols sont secs et d'après le média Bon Pote, c'est déjà 25 000 hectares qui ont déjà brûlé en France cette année. En comparaison, en 2025, à la même date, c'était 5 000 hectares qui avaient pris feu et à ce moment-là, on était déjà en train de dire que 2025 était une année où il y avait eu beaucoup d'incendies. Tout ça, c'est la mort d'écosystèmes, de milliers d'animaux, d'arbres et des centaines de blessés et de morts chez les êtres humains. Mais qui aurait pu prédire ? Les centaines de scientifiques qui alertent depuis les années 70, les rapports du GIEC qui alertent chaque année et proposent des solutions concrètes pour sortir de ce cercle vicieux, les activistes qui se font censurer, à qui on colle des gardes à vue et des procès allant jusqu'à des peines de prison ferme. Contrairement à ce que dit Yann Barthès, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne avec ces canicules. En effet, un grand nombre de Français et de Françaises vivent dans des passoires thermiques ou dans des appartements non adaptés. Certains immeubles n'ont même pas de volets. On voit des personnes dormir dans leur cave, dans leur hall, car ils suffoquent chez eux. Il n'est pas rare de voir, dans certains logements, des thermomètres monter jusqu'à 35, 36, 37 degrés voire plus haut, et descendre à 33 degrés pour les logements les plus touchés la nuit. Alors voilà, habiter dans des passoires thermiques ou des logements insalubres pendant les périodes de forte chaleur, pendant les périodes de canicule, c'est extrêmement compliqué et c'est dangereux pour l'ensemble des personnes qui vivent dedans, et encore plus pour certains profils. Et s'ajoute à cela une catégorie aussi de personnes encore plus exposées aux dangers liés à la canicule, il s'agit des personnes SDF. En France, on compte 350 000 personnes en 2026 qui sont sans abri. C'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter depuis quelques années et on le sait, si on ne change rien, ça continuera pour les prochaines. La Fondation pour le logement a publié le 3 février 2026 un rapport qui montre qu'il y a au moins 600 000 personnes qui sont contraintes d'être hébergées chez un tiers, ça peut être des amis, de la famille, des proches, et qui dorment sur le canapé ou dans une chambre d'amis parce qu'elles ne peuvent plus payer leur loyer. Si on ne change rien aux politiques publiques actuelles, le nombre de sans-abri ne fera donc qu'augmenter. Le 29 juin 2026, d'après Radio France, il y avait déjà une dizaine de personnes sans abri qui sont décédées dans les rues de Paris à cause de la chaleur. Alors les villes, pour pallier à ça, ouvrent souvent des gymnases ou des nouveaux lieux pour accueillir les personnes sans abri pendant ces périodes-là. Mais déjà, il n'y a pas assez de place pour tout le monde du tout. À Lyon, par exemple, les files d'attente pour entrer dans les gymnases étaient interminables et en plus, beaucoup de personnes sans abri ont rapporté le fait qu'il faisait parfois plus chaud dans les gymnases que dans la rue. S'il y a des Lyonnais et des Lyonnaises qui m'écoutent d'ailleurs, je vous invite à soutenir le collectif Soutien Migrants
Il se situe au Jardin des Chartreux à Croix-Rousse. Je vous lis un petit extrait d'une de leurs dernières prises de parole. Je cite: Environ 150 mineurs isolés en recours subissent encore des conditions de vie inhumaines au campement des Chartreux. Les dernières tentes ont été montées il y a plus de 500 jours. Particulièrement vulnérables, ils sont maltraités par les institutions françaises qui les placent dans un vide juridique, considérés ni comme majeurs ni comme mineurs et dans l'attente de la décision du juge des enfants. Cette procédure de recours, qui assurera à 75% des jeunes d'être finalement reconnus mineurs, dure souvent plus de 8 mois. Une période pendant laquelle ils sont complètement abandonnés des institutions. Au campement des Chartreux, les jeunes s'organisent, traversent la ville plusieurs fois par jour pour manger, se laver, se rendre au collège, au lycée ou au soutien scolaire, recharger leur téléphone sans titre de transport. Le collectif et les partenaires associatifs et médicaux accompagnant les jeunes au quotidien donnent l'alerte depuis des mois. La situation sur le campement est une catastrophe. Nous faisons face à une crise humanitaire entraînant des impacts majeurs sur la santé physique et mentale des jeunes. Insécurité, épuisement, accès difficile aux soins et à l'hygiène, difficulté à mener bien leur scolarité. Cette situation est scandaleuse. Comment est-il possible que dans la deuxième ville de France, la plus riche, ces jeunes ne soient pas systématiquement pris et pris en charge, alors même que les conventions internationales et européennes dictent qu'ils doivent être protégés? La mise à l'abri des jeunes du campement des Chartreux ne peut plus attendre. Nous demandons à la métropole de prendre les mesures qui s'imposent à protéger et à prendre en charge ces mineurs dans un dispositif adapté et pérenne, d'organiser sans attendre les hébergements d'urgence pour les sortir de la rue avant qu'un drame ne se produise. Et je vous dis tout ça spécifiquement aujourd'hui parce qu'on le sait, la chaleur s'accumule dans les sols, dormir sur le sol, le béton dans la rue, ça amène à des situations extrêmes. Par exemple, au campement des Chartreux, ils ont relevé des températures à 46 degrés dans les tentes et ça amène des situations invivables et extrêmement dangereuses. Je vous mets donc en lien dans la barre de description le collectif Soutien Migrants. Alors, il y en a d'autres évidemment, moi c'est celui que je connais parce que il est pas loin de chez moi. Mais n'hésitez pas à partager d'autres associations de soutien d'aide aux migrants, de soutien d'aide aux personnes sans abri en général. N'hésitez pas à partager ça en commentaire et on relaiera les informations autant qu'on pourra. À l'échelle nationale, d'après Mediapart, c'est plus de 30% de décès supplémentaires à domicile et sur la voie publique par rapport à une période habituelle. Les décès sont surreprésentés à domicile avec plus 90% de mortalité par rapport à une période habituelle. En EHPAD, on est à plus 37%. En établissement de santé, on est à plus 19%. Et la région Île-de-France est la plus touchée avec plus 62% de décès par rapport à une période habituelle toujours, d'après Reporter. La canicule entraîne des coupures d'électricité dans des quartiers entiers, voire des villes, pour quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours pour certains endroits. C'est le cas de la ville de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, où 27 000 foyers ont été privés d'électricité pendant 2 jours, en plein dans la canicule de juin. Imaginez-vous seulement dans un immeuble, en plus pas isolé, pendant 2 jours, sans accès à l'électricité, c'est-à-dire que vous n'avez même plus accès à votre ventilateur. Au-delà des habitations, c'est aussi les services publics qui en pâtissent. On pense aux hôpitaux, souvent dans de vieux bâtiments non adaptés à ces fortes chaleurs, qui n'ont, pour une grande partie, même pas la climatisation. Dans la maternité de l'hôpital de Bordeaux, par exemple, les mamans et les nourrissons se retrouvent, d'après France Info, avec 37 degrés dans la chambre d'accouchement, et plusieurs familles ont décidé d'acheter des clims portables pour les installer dans leur chambre. C'est le cas dans cet hôpital, mais aussi partout en France. Avec des opérations déprogrammées, des malaises de patients et de soignants, des établissements qui étouffent. Ça me fait toujours bizarre, vous voyez, de me dire qu'en France, grâce à notre super système capitaliste, on a la clim partout dans les centres commerciaux, mais pas dans nos hôpitaux. On met la priorité sur la consommation plutôt que sur la santé. Au niveau des écoles, ce n'est pas mieux. Les syndicats de l'éducation relèvent des températures jusqu'à 35 degrés dans la classe. Les enfants font des malaises, ils n'arrivent plus à se concentrer en cours. Il y a des cours et des examens reportés et déprogrammés. C'est aussi nos transports qui sont touchés. En Île-de-France, de nombreux métros et lignes de RER ne sont toujours pas climatisés, avec évidemment un énorme gap territorial. Les lignes qui vont vers la banlieue nord sont vieilles, pas climatisées, pas rénovées, quand les lignes centrales ont un matériel beaucoup plus récent. Nos infrastructures ont du mal à tenir face aux fortes chaleurs, ce qui entraîne aussi des annulations et des retards sur les lignes de train, de métro, de RER, et malheureusement, des malaises voyageurs s'en suivent.
On voit une réelle inégalité, comme je vous l'ai dit, face au territoire là-dessus. Un ou une habitante de banlieue parisienne, en plus, passe beaucoup plus de temps dans les transports qu'un habitant du centre et bénéficie de transports beaucoup moins adaptés au réchauffement climatique. Je vous mets en lien les comptes de Ferris Barkat et de Fatima Wassak, qui sont tous deux militants écologistes et antiracistes qui parlent notamment de comment les personnes de banlieue populaire sont encore plus impactées par le réchauffement climatique que les autres. Enfin, nos villes pleines de béton et pauvres en végétation n'aident pas à faire redescendre la température dans les cours d'école, dans nos rues, dans nos transports, dans nos habitations. Au niveau du travail, nous ne sommes, encore une fois, pas tous égaux. Certains sont plus exposés. On pense notamment aux travailleuses du bâtiment qui sont les premiers touchés, déjà 3 morts d'après l'Humanité cette année, malgré les interdictions de chantier dans plusieurs régions pendant la canicule, et de nombreux malaises malheureusement. On n'y pense pas assez, mais des métiers physiques et exposés, il y en a plein. Les hommes et femmes de ménage qui se retrouvent à travailler dans des bureaux, dans des hôpitaux, chez les particuliers, sans la climatisation, les aides-soignants et soignantes, les livreurs et livreuses Uber Eats, Deliveroo, Amazon, et aussi les livreurs en général, les éboueurs, les agents de maintenance ou d'entretien de structures essentielles, les électriciens, électriciennes de ville, plombiers, les jardiniers, les ouvriers aussi dans les usines où il n'y a pas la clim, où il n'y a pas de ventilation qui fonctionne bien, et j'en passe. À rajouter à cela, nos corps ne réagissent pas de la même façon face aux fortes chaleurs, en fonction de nos âges, de nos traitements médicaux, de nos handicaps. Mais à tout cela, ne vous inquiétez pas, nos politiques répondent. Achetons des climatisations. Les médias sont en boucle sur cette solution miracle. Alors, on est d'accord, on doit équiper nos transports en commun, nos services publics, nos habitations et notamment les passoires thermiques de climatisation. C'est essentiel et c'est une question de vie ou de mort pour de nombreuses personnes. Mais après ça, déjà, la climatisation, ça coûte cher. Et ensuite, chaque jour, il faut payer l'électricité qui va avec, tout comme le chauffage l'hiver. Les foyers les plus précaires n'ont pas les moyens de se payer ce luxe. Le gouvernement Macron, lui, n'a fait que baisser les aides à la rénovation thermique des bâtiments lors de ses 2 derniers mandats. Je vous mets des sources autour de tout ça en bio si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Pourtant, nous avons besoin d'une réelle adaptation de nos logements, de nos transports, de nos services publics et de notre urbanisme. Nous avons besoin d'une réelle politique de transition énergétique et d'arrêter la course à la surproduction. Nous avons besoin de revoir notre consommation, notre agriculture, notre mode de fonctionnement entier en tant que société. Et tout ça en protégeant tous les citoyens et citoyennes et pas simplement les plus riches. Car aujourd'hui, on le sait, l'espérance de vie d'une personne précaire est bien inférieure par rapport à celle d'une personne de classe supérieure. Et c'est encore plus vrai en période de canicule. La canicule ne fait donc qu'exacerber des inégalités déjà présentes. Alors voilà, là je sais que j'ai bien rallumé votre éco-anxiété, je sais, mais il y a des solutions, et il en existe même plein. Je vous partage d'ailleurs en fin d'épisode plein de comptes à suivre pour vous donner espoir et pour vous donner des solutions concrètes. Dans ce podcast, vous le savez, on parle des travailleuses du secteur culturel. C'était important pour moi de faire d'abord un gros rappel sur le fait qu'on est tous touchés par la canicule et pas au même degré. Jeu de mots de fou. Et maintenant, on va du coup parler du secteur culturel et des faits marquants qui se sont déroulés en juin et juillet. Donc, les conséquences sur le milieu culturel, on va commencer par l'impact sur les travailleuses. Vous le savez, l'été, c'est la saison des festivals, mais est-ce que c'est encore possible de créer des événements d'ampleur quand la météo devient aussi imprévisible ? Le festival Wheel of Green avait été touché sur plusieurs éditions par des pluies torrentielles il y a quelques années et avait dû annuler des jours de festival, notamment en 2022 à cause des inondations. Ça nous donnait déjà un avant-goût de ce qui allait se passer aujourd'hui. Cette année, c'est notamment Solidays, le festival de Chambord et Garo Rock qui ont été annulés par la préfecture. Il y a aussi de nombreux festivals à plus petite échelle qui ont été déprogrammés. Avant de vous parler de la conséquence sur les organisations, je voulais vous parler de la conséquence sur les travailleuses. Déjà, pour ce qui est de Solidays et de Garo Rock, les interdictions de la préfecture se sont mises en place alors que les festivals avaient déjà été montés. C'est donc des dizaines, voire des centaines de techniciens et techniciennes qui ont dû monter et démonter les festivals sous 40 degrés, ce qui n'a aucun sens. Le STUC CNT SO, donc c'est le syndicat des travailleuses de la culture unie qui est confédéré à la CNT, a partagé des témoignages de techniciens et techniciennes,
dont certains et certaines ont fait des malaises et ont été victimes de coups de chaleur, d'autres ont été transportés aux urgences. Je vous cite un extrait où il n'y a pas précisé de quel festival on parle. Je ne comprends pas comment le chantier a pu être maintenu sous 44 degrés, sans horaire aménagé le premier jour, avec comme seul point d'eau les toilettes du jardin public de la mairie et que les fontaines à eau du festival n'ont été branchées que le deuxième jour. Certains festivals ont été, eux, maintenus, c'est le cas d'Europavox, qui a fait travailler ses techniciens et techniciennes sous 37 à 40 degrés pour le montage sans aucun aménagement d'horaire, et dans lequel certains concerts, comme celui de Théodora, se sont arrêtés finalement au bout de quelques chansons à cause de la chaleur. Petit passage que je rajoute au montage parce que j'avais pas vu passer l'info avant d'enregistrer hier, mais apparemment il y a eu un mort d'après Mediapart. Parmi les techniciens qui montaient les 24 heures du Mans. C'est arrivé le 23 juin dernier et c'est un travailleur de 42 ans qui a perdu la vie suite à un malaise alors qu'il démontait un chapiteau en plein soleil. Le Stux a fait un communiqué à ce sujet que je vous mettrai aussi en description pour que vous puissiez le lire. Yale dénonce le comportement des patrons et des organisateurs et la responsabilité des organisations représentatives des employeurs. Et je cite, « Les pouvoirs publics ne sont pas en reste. Pourquoi des arrêtés préfectoraux interdisant le travail l'après-midi ont été pris dans le secteur du bâtiment, mais pas dans l'événementiel ou le spectacle vivant ?» Fin de citation. Plein de soutien à la famille et aux proches de cet homme, évidemment. C'est toujours marquant, en fait, de voir jusqu'où on en arrive, alors que c'est des choses qui pourraient être évitées, quoi. Largement. Pour continuer sur les travailleuses, je voulais vous partager le témoignage d'une compagnie de théâtre qui s'appelle le Truc Théâtre, que je vous mettrai aussi en description de ce podcast, qui a pris la parole sur les conditions de travail des compagnies sous la canicule. Yale devait jouer au festival entre Rhône et Saône, à Lyon, pour une représentation en plein air. Température estimée ce jour-là, 40 degrés. La compagnie prend alors contact avec le festival pour savoir si les horaires ont été aménagés ou s'il y a annulation de la part de l'organisation. Je vous cite donc le témoignage de la compagnie. Ouvrez les guillemets. Je demande quelles sont les mesures envisagées, comment on met en sécurité le public et le personnel. On me répond qu'ils ont veillé à annuler toute animation de 12h30 à 17h pour éviter les heures les plus chaudes. Mais c'est en réalité faux puisque dès l'appel à projet, ils précisaient que c'était comme ça tous les ans. Et nous, on est programmé à 11h, avec montage et démontage, soit 4 heures en pleine chaleur, non-stop. Pour rappel, nous venons de Paris avec un seul conducteur. 6 heures de route sans clim avec tous nos décors. Nous faisons l'aller-retour sur 2 jours. Certains et certaines dans l'équipe travaillent la veille et le lendemain. Accessoirement, sur scène, on bouge et on bugle, on danse, on a des costumes par-dessus des costumes, des bottes en cuir, des pulls en laine, des masques sur la tête qui couvrent le nez et du maquillage qui coule. Nous ne venons pas juste faire un spectacle de 1h30, nous travaillons 2 jours entiers, en pleine chaleur. Fin de citation, je trouve ça hyper intéressant de rappeler ce que c'est qu'un spectacle, que c'est pas seulement pendant la représentation, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et en plus, comme dans la culture, on a souvent des travailleuses précaires qui enchaînent avec d'autres boulots, etc., la fatigue accumulée sur le corps est bien plus grande que celle qu'on imagine. Et donc voilà, c'est très intéressant et important de rappeler toujours le contexte. Après ça, Yale demande au festival si c'est possible de jouer à un autre endroit, une salle climatisée ou autre, et on leur répond que non, le principe du festival est de jouer en extérieur, et que les autres assos, elles, sont d'accord avec ça, donc il fallait juste s'y plier. La compagnie a alors décidé de ne pas participer au festival, et voici la réponse de ce dernier, je cite « On m'a répondu en rigolant, si vous ne jouez pas, on ne va juste pas vous payer. Sauf que le festival ne nous paie pas, il nous attribue une subvention qui permet ensuite que notre structure elle-même rémunère les artistes et puisse rembourser les frais avancés. La subvention nous est promise à ce moment-là depuis février. Elle devait nous être attribuée hier, J-1 avant le festival. Là, c'était en juin-juillet d'ailleurs où c'était écrit. Je crois que c'est fin juin. J'avais demandé un contrat ou une convention. On m'a répondu que l'attribution de la subvention faisait office de contrat. Et donc on y est. Aujourd'hui, si on annule, pas de subvention, pas de contrat, pas de protection. Par ce biais, ils nous incitent silencieusement à faire un choix moral et économique parce qu'ils n'ont pas la décence de le faire eux-mêmes. Et on passe pour des chouineurs alors qu'on veut juste pas mourir sur scène comme Dalida en fait. J'ai adoré cette phrase. Fin de citation. Les syndicats, eux, rappellent que le droit de retrait existe, en tout cas pour les intermittents et intermittentes et les salariés,
Et la difficulté est là, c'est que ce n'est pas le cas pour les autres régimes et statuts. Mais déjà, pour vous faire un petit topo, voici ce que c'est que le droit de retrait. Il y a un post du SPIAC-CGT, qui est le syndicat des industries du cinéma de la CGT, qui explique bien le concept. Donc, je vous cite leur post. Bien qu'il n'y ait pas de définition légale de la température maximale ou minimale, le travail sous forte chaleur est encadré. L'employeuse est tenue de protéger notre santé et doit prendre un ensemble de mesures de prévention, comme par exemple la mise à disposition d'eau potable fraîche en quantité suffisante. Il existe aussi des critères pour évaluer la dangerosité d'une situation au travail, eu égard à la chaleur, en particulier en période de canicule. Nous sommes en droit d'exiger des réorganisations de travail, voire d'exercer notre droit d'alerte ou de retrait pour préserver notre santé et sécurité. Aucune retenue de salaire ou de sanction ne peut être prononcée dans ce cas. Ensuite, Yale nous montre comment estimer le danger sur son lieu de travail en fonction de la température, de l'environnement, etc. Si le manque d'adaptation du travail à la chaleur nous met en danger, nous pouvons exercer notre droit d'alerte et de retrait individuellement ou collectivement en cessant le travail. Pour cela, il faut informer l'employeuse à minima à l'oral du danger qu'on estime courir et de notre mise en retrait. Pour la suite, remettre un écrit à l'employeuse par mail, en main propre ou par courrier, qui détaille les raisons de ce retrait. Informer le CSE si on en a un et contacter un médecin du travail, prévenir l'inspection du travail. Dès qu'il est alerté, l'employeur est tenu de mettre rapidement fin à la situation de danger grave et imminent. Il doit nous donner des instructions nécessaires pour nous permettre d'arrêter l'activité et de se mettre en sécurité. Nous pouvons exercer notre droit d'alerte et de retrait jusqu'à ce que l'employeuse ait mis en place des mesures de protection adaptées mettant fin à la situation dangereuse. Nous pouvons mettre fin au droit de retrait et reprendre notre travail dès que nous estimons que le danger est écarté. Je vous mets en description ce post-là si vous souhaitez le lire en entier parce qu'il y a bien plus de détails dans le post. Le droit de retrait, ça n'existe pas que dans la culture évidemment, mais c'est quelque chose qui existe aussi dans ce secteur. Il y a par exemple des fois des arrêtés préfectoraux pour interdire des chantiers pendant les fortes chaleurs, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait, mais là c'est plus au niveau, là je vous disais de la préfecture, mais imaginons si le chantier est maintenu, normalement, une personne qui travaille dans le chantier peut effectuer son droit de retrait. Je dis bien normalement, parce qu'évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Le droit de retrait, c'est quelque chose à connaître et il faut qu'on en ait connaissance au maximum, qu'on en parle autour de nous. Malgré tout, dans la réalité, il est parfois difficile à appliquer pour les salariés qui n'osent pas se mettre en porte-à-faux par rapport à leurs employeurs et leurs employeuses. C'est encore plus difficile de façon individuelle si vous êtes la seule personne sur votre lieu de travail à exercer votre droit de retrait. Et c'est déjà un peu plus facile, un peu plus faisable de le faire de façon collective. Si on revient au secteur culturel, c'est aussi également très difficile pour un ou une intermittente d'exercer son droit de retrait parce qu'il peut avoir peur de perdre des contrats à cause de ça. Je vous partage ici le témoignage qu'a fait un technicien au STUX CNTSO. Je cite: c'est très dur pour les intermittents parce que beaucoup ont peur de se faire blacklister, affirme Roman. Lucas, intermittent depuis plusieurs années sur le festival Europavox, confirme: si je n'avais pas peur d'être blacklisté, j'aurais fait valoir mon droit de retrait car c'est épuisant de travailler sous cette chaleur. Même si les travailleurs bénéficient d'un point d'eau et de salles fraîches, le technicien déplore des pressions permanentes. Le secteur est très peu syndiqué, regrette Roman. Il joue beaucoup sur le côté métier-passion pour déroger au droit du travail. Au-delà des aménagements d'horaires, il faudrait étaler le montage en amont ou annuler les festivals quand ça devient trop dangereux. Fin de citation. Cette problématique n'est pas du tout négligeable quand on sait à quel point il est difficile d'obtenir et de garder son statut d'intermittent à l'heure des coupes budgétaires dans le secteur culturel et avec un statut dont le nombre d'heures de cotisation minimale ne fait augmenter depuis quelques années. Je recite un autre post du CNTSO que je trouvais intéressant. Depuis plusieurs années, nous alertons sur nos conditions de travail en tant que techniciens et techniciennes lors des festivals d'été. Constamment, nous devons nous battre pour que l'ensemble des heures effectuées soient payées, pour qu'il y ait des toilettes et des vestiaires non mixtes sur place du premier jour de montage au dernier jour de démontage, que de l'eau potable fraîche soit mise à disposition à volonté.
De simples demandes comme celle-ci, qui relèvent du respect du droit du travail et des conventions collectives, nous ostracisent régulièrement, nous mettant dans la case syndicaliste. Fin de citation. À savoir aussi, le droit de retrait, sauf erreur de ma part, mais normalement j'ai vérifié, n'existe pas pour les travailleuses de la culture qui sont dans des statuts d'auto-entrepreneurs ou d'artistes-auteurs. Pour vous partager un petit peu mon témoignage personnel, moi je suis photographe, je suis en auto-entreprise et j'ai travaillé pour plusieurs open air en plein soleil sous 41 degrés à 17h à Lyon, ainsi que pour des événements sportifs avec un setup de 4 kilos à bout de bras en étant debout pendant des heures, pendant la canicule de juin et de juillet, et parfois sans accès à l'eau pendant plusieurs heures. Si j'annulais ma venue, je perdais plusieurs centaines d'euros pour chacune de mes prestations. Je pouvais pas annuler. Entre ça et mon appartement où les chaleurs ne retombaient pas en dessous des 32 degrés la nuit, j'ai passé parmi les semaines les plus épuisantes de mes 5 dernières années d'auto-entreprise ces semaines-là. On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent quand on compte les sous chaque mois. On a peur d'annuler des prestations parce qu'on a peur qu'on ne nous rappelle jamais et qu'on nous blacklist. Aussi d'ailleurs, si les employeurs annulent l'événement, sauf si vous avez signé un contrat avec un acompte, ce qui n'est pas systématique, on perd tout simplement une prestation et donc tout le revenu qui va avec. Et même si du coup il y a acompte de 30 ou 50%, on perd la moitié, voire les 2/3 de notre contrat, de notre revenu. On perd la moitié, voire les 2/3 de notre revenu. Donc voilà, nous on n'a aucune protection du travail et même un contrat ne nous protège pas à 100% parce qu'il faut avoir la force d'aller au prud'homme tout seul, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc la grande majorité du temps, on va être obligé de travailler au détriment de notre santé, ou alors on va s'asseoir sur notre argent. Je dis pas que c'est plus simple non plus pour les intermittents ou les salariés parce que y a beaucoup d'employeurs qui ne respectent pas les droits du travail quand il y en a, donc voilà. Mais c'est pour cela qu'une lutte collective est pour moi hyper importante et qu'avoir des syndicats forts dans nos secteurs pourrait vraiment permettre d'améliorer nos conditions de travail à tous. Parce qu'il est difficile de se mettre en porte-à-faux de façon individuelle par rapport à un employeur, mais il est essentiel de lutter collectivement et changer structurellement nos droits et nos statuts, nos régimes. Voilà, petite phrase par rapport à ça. Plus on est de fous, plus on rit et plus on est plus fort. Je vais passer maintenant à l'impact des annulations sur les structures culturelles. Si l'annulation de certains événements est bien sûr indispensable pour la protection du public et des travailleuses, ça on est d'accord. Enfin, quand ils sont annulés à temps, hein, évidemment, parce qu'on rappelle qu'il y a des festivals qui ont été annulés alors qu'ils ont déjà été montés par les travailleurs sous 40 degrés. L'annulation n'en reste pas moins catastrophique, financièrement parlant, pour les organisations. En effet, les festivals paient des assurances à plusieurs milliers d'euros, voire pour les plus gros à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, pour se couvrir en cas d'annulation ou de détérioration du matériel en cas d'intempéries, de forte chaleur ou de problèmes en général. Malgré tout, le fait que la météo soit de plus en plus intense et imprévisible amène à des annulations partielles ou complètes plus régulières et les assurances ne permettent pas de pallier complètement à ces manques à gagner du tout. Solidays a tarifé son manque à gagner à 3 millions d'euros cette année avec l'annulation. Et avec les années et le renforcement des phénomènes, les assurances remboursent d'ailleurs de moins en moins. Les années Covid avaient déjà mis à mal les organisations qui se voient aujourd'hui encore plus fragilisées avec le réchauffement climatique. De nombreux gros festivals comme We Love Green, la Fête de l'Humanité, Solidays et d'autres ont dit avoir de sérieux doutes sur la pérennisation de ces événements suite aux problématiques financières qu'ils rencontrent pour les prochaines années. La Fête de l'Humain a dit d'ailleurs que s'il y avait une annulation cette année à cause de la chaleur, c'était vraiment catastrophique pour la suite de la fête qui est déjà chaque année sur le fil, quoi. On va revenir sur Solidays. Si l'annulation du festival a été, c'est sûr, une mauvaise nouvelle pour les artistes, les travailleuses et le public, ça l'a aussi et surtout été pour l'association Solidarité SIDA. En effet, Solidays existe depuis 1999 et est organisé par Solidarité SIDA qui visibilise et sensibilise autour des enjeux de la santé sexuelle, notamment pour les jeunes, fait de la prévention sur le sida et le VIH et met en place des programmes de sensibilisation et d'aide aux malades dans plus de 42 pays. Alors que les subventions aux associations baissent chaque année,
Solidarité Sida compte sur Solidays pour renflouer les caisses de l'association. Solidays représente 70% des finances de l'association. Le festival pourrait ne plus revenir et Solidarité Sida pourrait disparaître avec lui. Sachez que des solutions sont possibles pour aider Solidays et c'est ce que je vous appelle à faire si vous en avez la possibilité aujourd'hui. C'est possible de faire un don sur solidaritéSida.fr ou d'acheter sur le shop de Solidays qui va reverser évidemment tous les sous à l'association. Je vous mets tout ça en bio et sachez que si vous pouvez pas mettre d'argent, juste partagez les cagnottes et partagez les posts de Solidays et de Solidarité Sida, c'est déjà génial. Au-delà de la protection des travailleuses et du public, qui sont évidemment à mettre au centre de nos événements, il y a aussi une autre question qui rentre en jeu, les choix politiques des annulations. En effet, beaucoup de personnes ont fait part de leur incompréhension suite à l'annulation de Solidays ainsi que de la Pride de Paris, qui ont tous les deux été annulés par la préfecture 5 jours après que la fête de la musique, par exemple, a été maintenue alors qu'elle se déroulait sous les mêmes chaleurs. On a pu voir aussi d'autres festivals maintenus comme Europavox, sous les fortes chaleurs, les fanzones de la Coupe du Monde et bien d'autres choses. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi ? Quand on voit que ces derniers mois, des événements ont été annulés par les préfectures, comme à Lyon par exemple avec le Lyon Antifa Fest, qui a été annulé le jour même et finalement le deuxième jour a pu être maintenu parce que au final, entre-temps, le tribunal avait annulé la décision de la préfecture, ou que d'autres festivals ou organisations se voient retirer leurs subventions parce qu'ils mettent sur scène des artistes, par exemple, qui soutiennent la Palestine, il est normal de réfléchir à la volonté politique qui se cache derrière. La Pride de Lyon, elle, organisée par le collectif Fierté en lutte, a été reportée à septembre, pas par la préfecture, mais par l'organisation. Je trouvais leur point de vue intéressant parce que c'est quand même important de parler de comment marcher sous les fortes chaleurs et du fait que voilà, des fois les annulations c'est aussi obligatoire. Je vais vous lire le post qu'elles ont fait. Je cite: Nous sommes déterminés à marcher et à revendiquer nos droits, mais ceci ne peut se faire en mettant de côté ceux qui n'ont pas la possibilité de marcher à cause de la chaleur. De nombreuses personnes LGBTQIA+ vivent dans des bouilloires thermiques quand d'autres vivent dans la rue, dans des squats ou même meurent à cause des conditions météorologiques. Beaucoup d'entre nous sommes des personnes âgées, handicapées et ou médicamentées et d'autres parents de jeunes enfants, nous mettant d'autant plus à risque lors des canicules. Les demandeuses d'asile LGBTQI+, sont tout aussi exposées à ces risques, travaillant parfois dans des conditions presque invivables. Nous devons rendre nos villes, nos villages, nos régions, notre planète habitable pour tous, car sans cela nos fiertés disparaîtront, nos amours mourront, nos transitions se tariront. Nous affirmons dans ces mots notre volonté de protéger les membres de la communauté et de la vie humaine en général, mais également de porter une marche revendicative, sociale et soucieuse de notre environnement. J'ai vu passer des posts aussi de gens qui disaient mais en fait la marche des fiertés c'est les organisateurs de la Pride de Paris qui auraient dû la reporter comme ça a été fait à Lyon, etc. Bon, il y a eu pas mal de débats et il y a plein de points de vue différents, ce que je trouve très intéressant aussi. L'inter LGBT, donc c'est l'organisateur de la marche des fiertés de Paris, a pris la parole là-dessus et a précisé qu'avant l'annulation de la Pride de Paris par la préfecture, ils avaient déjà renforcé le plan de protection forte chaleur pour la marche, qu'elles avaient demandé des parcours et horaires aménagés pour la marche et que tout ça n'avait pas suffi à faire lever l'interdiction. Donc voilà, je trouvais ça important de vous lire les points de vue des différentes personnes. Qu'en pensez-vous ? Ça m'intéresse en vrai. Parce que c'est vrai que le mois des fiertés étant en juin, les canicules se passant souvent en juin, c'est quelque chose qui va se passer assez souvent maintenant, assez régulièrement, que ce soit compliqué de manifester l'été. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez qu'à long terme, on devrait bouger les moments où on fait nos prides ? Est-ce qu'on laisse ça pendant le mois des fiertés, ce qui est genre vraiment fait sens et est hyper important, mais en même temps, du coup, ça veut dire qu'on va être amené à souvent devoir bouger nos prides, etc. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à le partager. Mais maintenant, j'aimerais passer aux solutions parce qu'il y en a plein qui existent. Je trouve que quand on parle de climat dans les médias, ça donne un sentiment d'impuissance assez fort et ça nourrit juste une éco-anxiété paralysante alors qu'il y a plein de choses qui sont possibles.
Au niveau de la culture, ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode parce que là, ça fait 1 heure que j'enregistre. Mais il y a de nombreuses structures qui repensent déjà les modèles d'organisation pour une véritable transition écologique. Je vous partage en description le manifeste par exemple du Périscope, qui est une salle lyonnaise, qui propose des études et des solutions autour de la façon dont sont organisés nos concerts et nos festivals, et qui prône des événements notamment à plus petites échelles. Je vous cite juste le début de leur manifeste. Derrière les fastes des méga-concerts dans les zéniths, stades et arénas, c'est une immense machine logistique qui se met en marche et engendre des déplacements de spectateuristes sur des centaines de kilomètres. Les événements pèsent lourdement sur l'empreinte carbone du secteur culturel et concentrent une grande partie des budgets, des cachets et de l'attention médiatique sur une poignée d'artistes déjà ultra médiatisés. Pendant ce temps, partout en France et en Europe, les petites salles et festivals organisent la très grande majorité des concerts, font vivre les artistes et les accompagnent de la création à la diffusion. Pourtant, ces structures se heurtent à un double défi, attirer et fidéliser leur public, tout en affrontant les difficultés financières chroniques. Dans un monde confronté à une crise climatique sans précédent, ce déséquilibre devient intenable. La musique live est aujourd'hui à la croisée des chemins, et face aux urgences écologiques, sociales et économiques, il ne s'agit pas seulement de transformer un modèle, c'est aussi à nous, spectateuristes, artistes, organisateuristes, de repenser nos pratiques et de les faire évoluer. Fin de citation. Pour les travailleuses de la culture et des autres domaines évidemment, il est urgent d'inscrire des véritables mesures d'adaptation du travail en cas de canicule. C'est une question, encore une fois, de vie ou de mort. Il faut aussi renforcer nos statuts et nos régimes pour pas se retrouver dans des positions où, comme on l'a vu il y a quelques minutes, il est impossible de faire valoir nos droits par peur de se faire blacklister. Tout cela doit passer par une augmentation des budgets de la culture au niveau national, régional et local pour renforcer nos structures, leur permettre de rémunérer à hauteur les travailleuses et leur garantir de bons aménagements. C'est encore 173,4 millions d'euros amputés à la culture cette année sur le budget du ministère. La culture, c'est 0,7% du budget de l'État. C'est un petit chiffre qui fait plaisir du syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Or, si on avait plus de moyens, on pourrait largement repenser le secteur culturel, garantir des plans B en cas d'intempéries ou de forte chaleur pour les événements en extérieur, avoir des bâtiments frais pour les événements en intérieur. Au-delà du secteur culturel, des solutions existent pour s'adapter au réchauffement climatique, comme rénover les immeubles et bâtiments d'habitation et de services publics, obtenir des droits du travail spécifiques à ces périodes, adapter le travail en général, adapter nos infrastructures de transport, entamer une véritable transition énergétique, aménager nos villes autrement, arrêter de bétonner nos rues sans arrêt, replanter massivement des arbres, des vignes vierges sur nos façades, etc. Ça, c'est beaucoup de travail, on est d'accord, mais ça tombe bien, on a besoin de créer de l'emploi, donc voilà. Là-dessus, il y a le compte du Groupe national de surveillance des arbres et de Thomas Braille qui parle très bien de l'impact de la plantation de verdure dans les villes, que je trouve hyper intéressant. C'est des contenus très pédagogiques, donc ils montrent à quel point on baisse en température rien qu'en plantant des arbres dans nos villes, l'importance des arbres dans nos écosystèmes en général. Ils parlent des chantiers comme de la 69, etc. aussi, donc voilà, c'est très intéressant. Et je vous mets ça aussi en description, ça va être la description la plus longue de ma life. C'est important aussi de lutter collectivement pour des solutions autour du climat, arrêter les déforestations, parler d'une agriculture pérenne, arrêter la surproduction, sortir d'un système capitaliste, etc., etc. Pour ça, il va falloir de nombreuses luttes collectives et il va falloir voter pour de réelles politiques de gauche, aka un petit Mélenchon en 2026, voilà, on n'a plus le temps de faire semblant. Après, évidemment, vous votez pour qui vous voulez, il y a d'autres gens à gauche, c'est sûr, mais moi je vous ai juste donné mon avis là-dessus. En conclusion, on a vu l'impact du climat sur nos corps, sur notre santé, notre travail, plus précisément aussi sur le secteur culturel, mais aussi comment on peut se sortir de ça. J'ai omis de parler de plein de choses, donc il y aura d'autres épisodes sur ce sujet, notamment sur l'impact des petites entreprises intermédiaires, d'autres festivals comme le Festival d'Avignon, l'importance des festivals et des événements de l'été dans notre paysage culturel, etc., etc. Il y a plein de choses à aborder et on en reparlera bientôt. Pour vous redonner espoir,
en cette fin d'épisode et montrer comment concrètement on peut agir collectivement, même à une toute petite échelle, je vous mets en description des comptes qui parlent d'écologie et qui apportent des solutions qui nous redonnent espoir et que j'aime suivre. Donc entre autres Ferris Berkat, Fatima Wassak, Les Soulèvements de la Terre, Thomas Braille, Camille Etienne, Claire Nouvian, Blast, plein de choses. J'en oublie plein, c'est sûr. Alors j'ai quelques demandes à vous faire en cette fin d'épisode. N'hésitez pas à nous partager en commentaire des comptes de personnes qui parlent de transition écologique dans le secteur culturel, mais aussi en général. Ça me permettra de pouvoir aussi faire de nouveaux épisodes sur ce sujet. Aussi, très important, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter, à liker et à vous abonner à votre plateforme de podcast favorite. J'ai vraiment besoin de votre aide pour visibiliser le contenu de ce podcast. Et puis, je vous invite toujours habituellement à faire un don sur ma page Tipeee en fin d'épisode. Mais cette fois-ci, je vous inviterai plutôt à aller faire un don sur la cagnotte du collectif soutien migrants du Jardin des Chartreux que je vous mets en description, à faire un don sur Solidarité Sida ou alors à aller acheter quelque chose sur le shop de Solidays. N'oubliez pas que même sans acheter, juste partager leur contenu, c'est déjà une énorme aide. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu, évidemment. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Et je vous dis à très vite.